Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette capsule sur les statistiques, bivariées. Donc on a vu pour l'instant essentiellement les statistiques dans un cas, heu, univarié. Donc on avait vu la moyenne, on avait vu la dispersion. Là, je vais commencer à aborder un tout petit peu le bivarié, même si je le ferai très rapidement parce qu'en fait, quand on a des variables continues, donc si j'ai 2 variables continues, la manière dont on va modéliser la dépendance, et les liens qui peuvent exister entre ces 2 variables, on le verra plutôt au travers de la corrélation et de la régression, donc qui sont abordés dans la section 3. Donc là, je vais juste parler d'un petit exemple un peu particulier qui est le cas des 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 données, bivariées, mais qui sont qualitatives. Donc, par exemple, la couleur des yeux, la couleur des cheveux. Comment est-ce que je fais pour regarder s'il y a une dépendance entre ces deux variables-là? Donc, c'est ça qu'on va regarder dans cette capsule et les deux prochaines seront sur le cas multivarié, donc en dimension plus grande que deux, pour essayer de comprendre ce qui se cache dans nos données et comment à la fois les individus sont proches et les variables sont proches. Mais bon, je vais peut-être arrêter de parler là pour l'introduction. On va passer sur les transparents. Donc, je vais récupérer mes transparents. OK. Donc, jeu de slide 261, donc sur les problèmes bivariés, donc où on a deux variables euh, qu'on essaye d'analyser. Donc, on veut comprendre la dépendance qui est entre les deux. Et encore une fois, le but n'est pas d'en prévoir une sachant l'autre, c'est juste d'essayer de comprendre si jamais comment les variables sont reliées entre elles. Et dans le cas plus particulier, des variables qualitatives, des facteurs. OK. Donc, comment ça se passe? L'outil de base, quand on veut travailler sur des variables factorielles, des variables qualitatives, c'est le test du Qui2 de Pearson. Donc on en avait parlé un tout petit peu, quand je vous avais parlé de test. Donc je vous avais dit que le test classique, quand on veut comparer des moyennes, c'est le Z-test, donc le test associé à des distributions gaussiennes. Donc on regarde la différence entre deux moyennes. On suppose que les deux sont gaussiennes, qu'elles sont indépendantes, et donc la différence devient elle-même gaussienne. Ça, on l'avait vu. Et j'en avais présenté un second qui était de dire, quand on est sur des variables qui prennent un certain nombre de modalités, on peut regarder la distribution. Et donc on avait vu la statistique de Pearson. Donc Pearson a utilisé le qui2, c'est-à-dire on regardait les nombres d'effectifs dans chacune des classes. Et on regardait par rapport à une valeur théorique, qui pouvait être une distribution cible, par exemple. Donc ça, c'était le premier cas. Et l'autre cas, c'était le cas indépendant. Donc le cas indépendant, on l'avait comme une extension du précédent, parce qu'en fait, au lieu de travailler sur une loi univariée, on travaillait sur une loi jointe, c'est-à-dire la loi des couples possibles. Et on voyait ça comme étant un vecteur, au lieu de voir ça comme un tableau, et on faisait le test précédent. Voilà. Donc, je vais reformaliser un petit peu ce test, parce qu'en fait, on peut le voir et on peut expliquer un petit peu mieux ce qui se passe à l'intérieur. Et visuellement, on peut avoir des choses relativement intéressantes. Donc, l'idée, c'est qu'on a deux variables. Donc, classiquement, mes variables, je les appelais x. Donc, j'ai ma variable x1, j'ai ma variable x2. Okay, donc, la variable x1, je suppose qu'elle va prendre des modalités que je vais appeler a. La modalité x2 prend des modalités que je vais appeler b. Okay, donc, je vais avoir i modalité pour la première, j modalité pour la seconde. Donc, de mémoire, dans l'exemple juste après, je dois avoir peut-être 2, 3, 4 variables, 4 modalités pardon, par variable. Et comment est-ce que je résume l'information? Donc, pour l'instant, je les ai sous forme de base de données. Okay, donc, les bases de données, ce que j'avais dit, c'est les variables sont présentées dans des colonnes, et sur les lignes, on va lire les individus. Okay, donc, j'ai par exemple, si jamais, un exemple sur lequel on reviendra par la suite, ce sera la couleur des yeux, la couleur des cheveux. Donc, je suppose que j'ai une base de données dans laquelle j'ai observé individu 1, quelle est la couleur de ses yeux, ils sont bleus, couleur des cheveux, ils sont blonds. Et bon, donc, j'ai ces deux variables factorielles, couleur des yeux, couleur des cheveux. Juste après, je vous parle de l'exemple des données du Titanic. Donc, pour le Titanic, on a la liste de tous les passagers. Pour tous les passagers, j'ai des informations. Par exemple, je connais leur classe, ou si jamais c'est des membres d'équipage, donc je connais première classe, deuxième classe, troisième classe. Et je sais si la personne a survécu. Donc, j'ai cette première colonne de survie, j'ai cette deuxième colonne de classe, de tickets. Euh, mais on ne va pas regarder la base en tant que telle avec nos peut-être 1000 ou 10 000 observations. On va résumer l'information sous forme d'un tableau de contingence. Donc, un tableau de contingence, c'est juste un comptage. Donc, je vais créer cette, ce petit tableau, tout simplement le tableau avec les n, où je vais mettre ma variable x, je vais mettre ma variable y. Okay, donc, celle-là prend la modalité A1 jusqu'à AI, B1 jusqu'à BJ. Et ce que je vais juste m'amuser à faire, c'est compter pour la modalité AI et la modalité BJ le nombre de personnes qui sont de ce type-là.
Donc NIJ, c'est tout simplement le nombre d'individus dans toute ma base de données qui sont de caractéristiques AI et BJ pour la seconde. Donc on est vraiment sur cette loi jointe entre les deux. Donc c'est ça qu'on va capturer en fait. C'est quelque part on récupère la distribution empirique de notre loi jointe. Donc le nombre d'individus dans chacune des classes, ça va nous donner la fréquence. Et ça, on va essayer de l'analyser. Okay. Donc c'est ça l'outil de base, c'est ce qu'on va appeler cette tableau de contingence. Qui résume l'information. Donc, encore une fois, je n'aurai pas besoin de mes données individuelles quand on ne s'intéresse qu'à deux variables. On va pouvoir tout agréger et tout compresser sous forme d'un petit tableau. Donc, exemple tout simple, je prends les données du Titanic. Je m'intéresse à la variable de survie et la variable de classe. Et donc, je vais la récupérer sous forme du petit tableau qui se trouve juste en dessous, où j'ai ici la survie. Ici, j'ai la classe. Donc, survie 0, 1, parce que classiquement, quand on a des variables binaires, on va les modéliser sous la forme 0 ou 1. Donc, en l'occurrence, 1 veut dire survie. Okay, donc je m'intéresse à essayer de comprendre qui a survécu au naufrage du bateau. Donc Titanic, c'est un bateau qui a coulé. Enfin, vous avez peut-être vu le documentaire avec Leonardo DiCaprio. Et on veut essayer de comprendre qui a survécu. D'accord. Donc dans un premier temps, je vais juste m'amuser à regarder les associations qui peuvent exister entre les variables. Donc j'ai la survie qui est cette variable 0, 1 et la classe qui correspond à des numéros 1, 2, 3. Première classe, deuxième classe, troisième classe. Okay, donc première classe, c'est la catégorie la plus chic. Et donc, on voit en gros qu'il y a plus de personnes qui survivent en première classe et plus de personnes qui décèdent en troisième classe. Okay, donc, c'est ça qu'on observe dans ces données, mais j'aimerais bien pouvoir, pas forcément faire le test. Okay, le test, on en a déjà parlé. Ici, je peux faire un test d'indépendance. Ici, ce que je veux surtout, c'est avoir un outil visuel pour essayer de comprendre ce qui se passe dans mes données. D'accord. Donc, le test formel, il y a quand même une partie qui va nous intéresser. C'est le fait qu'on compare la population dans notre échantillon et une population cible sous l'hypothèse qu'on essaie de tester. En l'occurrence, celle qui nous intéresse, c'est l'hypothèse d'indépendance. Et en comparant par rapport à cette hypothèse d'indépendance, en fait, on pourra mettre en valeur des classes qui sont surreprésentées. Donc, si jamais j'étais indépendant, peut-être que cette interclasse serait à un certain niveau, mais en fait, on observe beaucoup plus de monde. Donc, ça veut dire que ces deux modalités sont très corrélées quelque part, très associées, enfin, ont tendance à s'associer ensemble. D'accord. Donc c'est ça qu'on va essayer de voir. Et ça passe par ce test de personnes. Donc encore une fois, on se pose la question de l'indépendance. Okay, donc l'hypothèse de base, c'est que mes données sont indépendantes. Et ce qu'on veut, c'est voir que ce n'est pas indépendant et comprendre pourquoi ce n'est pas indépendant. Okay, donc quand on est indépendant, par définition, ce qu'on dit, c'est que la probabilité d'être dans chacune des classes conjointement, c'est le produit des probabilités d'être dans chacune des classes. Donc ce qu'on appelle les probabilités marginales. Okay, les marges. Probabilité de la marge 1, la marge 2. Donc ce qu'on dit, c'est que la loi jointe, la probabilité dans une classe jointe, c'est le produit des deux probabilités. Donc, si jamais je traduis ça en termes de fréquence, ce que je vais dire, c'est que la probabilité jointe d'être dans la classe I et J, c'est tout simplement NIJ sur le nombre total d'individus. Et quand je dis que ça doit être égal à la probabilité marginale dans la classe I et dans la classe J, ça revient à travailler sur les fréquences respectives dans chacune des sous-classes. Okay, donc, je vais définir NI, il sera la somme. Donc, quand je reviens dans mon petit tableau, je travaille sur la somme de tous les éléments qui sont sur la ligne I. Okay, donc, je fais bien la somme sur toutes les colonnes en J, DNJ. Et de manière à peu près équivalente, je vais faire la somme sur ma colonne. Donc, ça, c'est ce que je noterai n.j. Okay, donc, le premier, c'était ni point. Okay, donc, ni point, c'est la somme sur le nombre total d'individus de type I, donc pour la première variable, donc en l'occurrence la survie, par exemple, sur le cas du Titanic, nombre de personnes totales qui ont survécu, et quand je regarde la colonne, c'est le nombre total de personnes en première classe. Et ce que je vais dire, c'est que si jamais la survie et la classe étaient indépendants, le nombre total de personnes que je m'attends à avoir dans la classe conjointement, donc qui a à la fois survécu et en première classe, ça devrait être la fréquence des personnes que j'ai qui ont survécu, multiplié par la fréquence des personnes qui sont en première classe. Okay, donc cette quantité, je vais lui donner un nom un peu particulier, c'est ce NIJ indépendant. Okay, donc je me place sous l'hypothèse d'indépendance, et qu'est-ce que je devrais avoir? Donc avec un facteur n près, on obtient cette chose-là. D'accord. Donc je récupère cette grandeur, un NIJ indépendant, et c'est ça qui va être intéressant. C'est cette variable-là, ce serait le cas de l'indépendance. Moi, j'ai mes données, et je vais essayer de comparer les deux. Donc pour ça, on les compare avec cette métrique qui se trouve ici, qui est la distance du Qui2. Donc ce que je vais juste regarder, c'est la différence entre ce que j'observe et ce que me donnerait mon modèle sous hypothèse d'indépendance, divisé par, alors je l'élève à la 2,
c'est une distance, et je divise par ce terme-là qui est un terme de normalisation. Donc là encore, je reprends l'exemple que j'avais dit quand j'ai présenté le test du Ki 2, mais c'est juste dire, si jamais vous avez une différence de 10 dans un groupe de 100, ce n'est pas la même chose qu'avoir une différence de 10 dans un groupe de 5, okay, théoriquement. D'accord. Donc on a cette chose-là. Donc on va introduire cet objet-là, donc ce qu'on va appeler UIJ, donc ce qui est la contribution au Ki 2. Okay. Donc c'est la racine carrée du terme qui va se trouver ici. Okay. Donc le terme qui se trouve là, quand je l'élève, donc j'ai UIJ qui est la valeur à la 2. Donc quand j'élève cette valeur au carré, je récupère la grandeur qui intervient dans cette statistique Q. Okay. Donc Q, c'est une somme de quantités qui sont toutes positives. Okay. Ce que je me demande, c'est laquelle contribue beaucoup à mon test du Ki 2. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas indépendant? Okay, on le verra dans le cas des cheveux et des yeux. Il y a certaines modalités qui sont trop présentes ensemble. Okay. Alors forcément, ça veut dire aussi qu'il y en a qui sont sous-représentés. Donc il y a des modalités qui s'associent, il y en a qui se repoussent. Okay. Donc on reverra cette association un peu physique de particules, mais on va essayer de créer un graphique sur lequel justement on va essayer d'opposer les modalités qui sont les plus éloignées possibles et mettre ensemble celles qui sont proches. Donc ça, ce sera quelque chose vers lequel on va essayer d'aspirer dans cette série de capsules. Donc premier outil, c'est de faire des tableaux dans lesquels on visualise un peu la surface. Okay. Donc, je vous ai fait ici l'exemple dont je parle depuis le début, en fait, qui est ce cas joint où ici, j'ai la couleur des cheveux et en colonne, j'ai la couleur des yeux. D'accord. Donc, on récupère des données et on peut les visualiser. Donc, je me rends compte que j'ai peut-être oublié un slide où je mettais les données brutes. Okay. Mais on peut en tout cas représenter les fréquences empiriques dans chacune des classes. Alors, mes données de base, ce sont des NIJ, donc je sais combien d'individus sont de chacun des types. Je vais juste regarder sur le slide d'après, mais c'est possible que je l'ai juste après. Voilà, je l'ai juste après. Désolé. Donc, dans le slide juste après, j'ai mes données brutes. Donc, mes données brutes sont juste ici. Donc, par exemple, j'ai 119 personnes qui sont bruns aux yeux bruns. Okay. J'ai 94 personnes qui sont blonds aux yeux bleus. J'ai 14 personnes qui sont roux aux yeux verts, etc. Donc, j'ai ces données de base. Donc, première étape, c'est éventuellement de normaliser un minimum. Donc, comment on normalise généralement? On prend des fréquences. Okay. Donc, c'est ce qu'on avait vu quand on travaillait sur des statistiques univariées. Les statistiques univariées, par exemple, sur la couleur des yeux, je vais la normaliser par le nombre total d'observations. Je n'ai pas précisé combien j'avais d'observations ici, il faudrait faire la somme. Mais au lieu de dire que j'ai 220 et 94, on va normaliser en divisant par la taille, et c'est ce qu'on va appeler des fréquences. Donc le problème en bivarié, c'est que les fréquences, soit je les fais globalement sur la loi jointe, soit je les fais marginalement. Donc, je reviens sur le slide précédent. Ici, je récupère mes statistiques marginales pour les couleurs des yeux. Okay. Donc pour les personnes qui ont les cheveux noirs, je m'aperçois que j'ai 63% des gens qui ont les cheveux bruns, pardon, les yeux bruns, 4,2% qui ont les yeux verts, okay, etc. Maintenant, si jamais les personnes sont rousses, on s'aperçoit que les statistiques elles sont très différentes. C'est que le 64, il descend à 36. Okay. Par contre, le 4,6, il monte à 19. Okay. Donc, on voit qu'on a probablement des variables qui ne sont pas indépendantes, puisque encore une fois, si jamais j'étais indépendant, je devrais avoir les mêmes probabilités, les mêmes fréquences sur chacune des lignes. Okay. Donc, c'est vraiment l'idée que l'indépendance veut dire que la loi de la couleur des cheveux conditionnement la couleur des yeux n'est pas dépendante de la couleur des yeux. Donc, peu importe la couleur des yeux, ce serait toujours pareil. Et donc, je devrais avoir toujours les mêmes fréquences. Et ici, ce n'est pas le cas. Donc, j'ai sûrement des variables non indépendantes. Et en plus, on peut comprendre ce que ça veut dire juste sur ce petit exemple. Okay. Pourquoi ce n'est pas indépendant? Essentiellement parce qu'on a plutôt une association positive sur ces deux valeurs-là. Par contre, sur ces valeurs-là, on va plutôt être négatif. Donc, je vais plutôt changer de couleur, c'est plus simple. Mais cette valeur-là et cette valeur-là, au contraire, j'ai une association négative. Donc, on voit qu'on a des modalités qui s'attirent, les cheveux noirs avec les yeux bruns, et au contraire, des modalités qui se repoussent, par exemple, cheveux noirs et les yeux verts. Okay. Donc, on a des associations qui sont ont plus de chances de survenir que d'autres. Donc ça, c'est juste en jouant sur donc ce qu'on appellera par la suite les profils lignes et les profils colonnes. Okay. Donc je regarde les lois marginales de chacune des... enfin, les lois conditionnelles, pardon, de chacune de mes distributions. Donc je regarde sur ce premier tableau la distribution de la couleur des yeux, conditionnelle à la couleur des cheveux. Dans l'autre cas, je fais le contraire. Donc je me donne
par exemple ici une couleur d'yeux, donc les yeux verts, et je regarde les proportions respectives dans chacune des classes. Donc quand on regarde la couleur pour les yeux verts, par exemple, j'ai 7% des individus qui ont les cheveux noirs, ok, contre 22% qui ont les cheveux roux. Okay. Donc on voit qu'on est plus élevé que dans cette classe ici, on est plus élevé que de chez son voisin. Okay. Donc quand vous avez les yeux bleus, ok, il y a plus de chances pour que vous ayez les cheveux, pardon, il y a moins de chances pour que vous ayez les cheveux roux que si vous aviez les yeux verts. Okay. Donc ici, je suis juste sur des probabilités marginales que je peux visualiser sur le tableau qui se trouve juste à droite. Okay. Donc dans ce tableau, je trace en fait les différentes proportions qui sont normées en fait en fonction des différentes classes. Donc c'est pour ça que j'ai des traits ici qui sont verticaux. Donc je m'intéresse pas, comme on le verra de mémoire sur le tableau d'après, à des classes individuelles NIJ. Okay, je suis vraiment en conditionnant. Donc là, dans ma classe de personnes qui sont avec les yeux noirs, donc qui représentent 18%. Okay, donc je récupère le 18% ici. Voilà mon découpage. Donc c'est 63% des gens qui sont ici, 13% à 14% qui sont là, etc. Okay, donc sur chacun des blocs, je représente mes fréquences. Et je fais des blocs de hauteur qui sont respectives, enfin, qui sont proportionnelles, en tout cas, à ces fréquences empiriques que j'obtiens dans ma base de données. Donc j'ai majoritairement des personnes qui sont avec les cheveux bruns, donc ça correspond effectivement à la moitié. Okay, donc ça, c'est une manière de représenter mes données. Mais encore une fois, je peux faire l'autre qui est complètement opposée, qui consiste à dire, cette fois-ci, je vais plutôt représenter en fonction des couleurs des yeux. Donc par exemple, sur la couleur des yeux, on est majoritairement dans ces deux classes-là, donc un tiers, qui sont les cheveux bruns et les yeux bruns et les yeux bleus. Okay. Puis je regarde dans ces sous-classes comment est-ce que ça se répartit. Et ce qu'on voit, et c'est pour ça que les données sont présentées dans cet ordre-là, c'est que j'ai un bloc qui est relativement important ici, puis un bloc qui est relativement important, au contraire, en bas. Okay. Donc si jamais c'était proportionnel, encore une fois, si jamais j'avais des données complètement indépendantes, je devrais avoir des découpages ici qui sont rigoureusement identiques. Donc je devrais avoir des découpages qui sont au même niveau, à des erreurs d'échantillonnage près. D'accord. Mais le fait qu'on ait des choses qui sont complètement contrebalancées, d'accord. Donc ici, je suis quand même sur des valeurs qui sont presque 2 ou 3 fois plus élevées que celles-là. Okay. Donc on voit qu'on a, on a des associations qui sont plus naturelles que d'autres. Okay. Quand vous êtes avec les cheveux noirs, il y a plus de chances pour que vous ayez les yeux foncés que les yeux clairs. Okay. Donc ça, c'est ce que nous raconte juste cette statistique descriptive que je peux représenter sous la forme de ces petits tableaux qui sont des visualisations des tableaux de contingence en conditionnant par l'une ou l'autre des variables. Okay. Donc après, je peux revenir sur mon tableau de base. Donc j'avais ces données CNIJ. Et ici, j'ai ce que j'obtiens en faisant les produits des probabilités marginales, ce qui me donnait donc les NIJ orthogonaux. Okay. Donc c'est la statistique que j'évoquais tantôt, qui est le produit des fréquences individuelles multipliées par le nombre total d'individus. Okay. Donc ça me donne le nombre d'individus que j'attendrais à avoir si jamais mes données étaient indépendantes. Okay. Donc si jamais je considère les personnes qui sont noires aux cheveux noirs et les yeux bruns, on devrait en avoir 40 si les données étaient indépendantes. Et j'en ai 68. D'accord. Donc j'en ai un peu plus. Okay. Pareil sur la partie en bas à droite, okay, les blonds aux yeux bleus, si jamais les données étaient indépendantes, je devrais en avoir 46. Et j'en ai 2 fois plus. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on va visualiser. Donc ce sont les valeurs UI, les UIJ dont je parlais tantôt. Donc les UIJ, c'est ce que j'obtiens quand je faisais la différence entre ce que j'observais et ce que je devais prédire avec mon modèle, quand je divisais par la valeur théorique et donc je prends la racine carrée. Donc ça me donnait ma contribution au Ki2. Okay. Donc je disais que Q, c'était la somme de ces UIJ à la 2. Okay. Donc je regarde ces grandeurs-là et c'est ce que je vais appeler les résidus de Pearson. D'accord. Donc quand je suis positif, c'est plutôt que j'ai une association positive. Quand je suis négatif et important, je vais plutôt avoir une contribution négative. Donc il y a des valeurs qui ne s'associent pas entre elles. Et on peut visualiser ça sous cette forme de petit tableau. Okay. Donc on voit les classes dans lesquelles on a des fortes associations qui sont en bleu. Donc on voit elles sont effectivement plutôt sur la diagonale. D'accord. Donc c'est sur ces deux valeurs-là, ces trois valeurs-là. Si jamais je prends celle en plus des roux aux yeux verts. Okay. Et au contraire, j'ai des modalités qui vont se rejeter très fortement. Donc les personnes blondes
oui, les personnes blondes ont très rarement des yeux bruns, ok, et au contraire, les personnes avec les cheveux noirs ont très rarement les yeux bleus. Ok, donc on peut voir comme ça visuellement ces associations qui peuvent exister entre les variables. Ok, donc je vous ai mis ici quelques codes. Alors je les ai mis en R parce que c'est plus simple encore sur les données du Titanic. Ok, donc là je peux essayer de voir est-ce qu'il y a des associations entre les variables. Et ce qu'on observe, donc ici j'ai ma variable de survie, ici j'ai ma variable de classe. Ok, donc ce qu'on voit c'est que j'ai plutôt une association positive entre la survie et la première classe, entre le décès et la troisième classe. Ok, et au contraire une association négative sur les autres modalités. Okay. Quand vous êtes de classe 2, il y a quelque part une indifférence entre les deux. Donc on retrouve le tableau tel que je vous le présentais juste avant. Okay. L'autre possibilité, c'est de travailler sur des barres. Donc on a un graphique dans lequel on va faire des barres. Donc une espèce de bar plot qui sera positif ou négatif en fonction des valeurs, qui est le graphique de droite. Okay. Donc il y a toutes sortes de visualisations sur ce type de statistiques, sur les tableaux de contingence. Et le point est qu'on va toujours se comparer à l'indépendance. Okay. La référence, c'est l'indépendance. Je vais regarder la différence entre ce que j'observe dans mes données et l'indépendance, cellule par cellule, et je vais visualiser cette différence en mettant plutôt des couleurs, on va dire souvent des couleurs bleues pour le positif et rouge pour le négatif, ce qui permet de visualiser un petit peu quelles sont les modalités qui se regroupent et celles qui se repoussent. Et juste une dernière image pour présenter un autre mode de représentation. C'est ce qu'on appelle l'analyse des correspondances. Donc l'analyse des correspondances, c'est une technique qui date un petit peu, qui a un peu plus d'une cinquantaine d'années, qui avait été essentiellement développée par Benzekri, qui propose de projeter le tableau de contingence. Donc je vous ai mis le tableau qui est tiré du livre de géométrie de l'analyse des données multivariées, où on a le tableau de contingence. Ça va être un cas particulier de l'analyse des composantes principales dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Mais l'idée, c'est qu'on a des données, okay, on a des données dans un tableau de contingence. Je vais revenir à mes profils lignes et mes profils colonnes. Donc, c'est exactement les grandeurs dont je parlais tantôt, qui sont ces projections dans chacune des dimensions. Je vais les projeter donc, dans ce qu'on appelle le simplex. Je n'ai pas eu le temps d'en parler du simplex, mais c'est ce qui va apparaître assez naturellement quand on travaille sur des données qui sont normées, donc typiquement des mesures de probabilité. Donc, la propriété de ces grandeurs, c'est qu'elles sont toujours positives et somme à 1. Donc ça nous place dans une région un peu particulière de l'espace, en particulier quand vous êtes sur un vecteur P1, P2 et P3, donc avec 3 niveaux de probabilité. Ce qu'on peut montrer, c'est que donc dans l'espace en dimension 3, donc ici j'ai x1, ici j'ai x2 et ici j'ai x3, qui sont mes 3 composantes, ce qu'on peut montrer, c'est qu'on est forcément dans ce triangle-là. Donc c'est ce qu'on appelle le simplex en dimension 3. Donc les données sont forcément des points qui sont dessus. Donc j'ai mes différents points qui vont appartenir à cet espace. Et ensuite, on peut les projeter en faisant une réduction de dimension. D'accord. Donc, je peux faire ça sur ce qu'on appelle les lignes et les colonnes, qui sont mes deux dimensions dans mon tableau. Et je vais obtenir deux nuages de points. Et la magie de l'algèbre linéaire, c'est qu'en fait, je peux les projeter ensemble. Donc, je passe un petit peu sous silence ces techniques de projection. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on peut récupérer la sortie qui se trouve à gauche, okay, dans lesquelles donc mes données qui étaient fondamentalement dans un espace en dimension 4 pour mes couleurs des cheveux et 4 pour la couleur des yeux, cette fois-ci, je vais les projeter dans un espace en dimension 2. D'accord. Donc je vais perdre un peu d'informations. Okay. Mes données étaient dans un espace un peu gros et je les projette dans un espace plus petit. Donc je perds de l'information. Okay. Mais ce qu'on observe, c'est qu'en les projetant correctement, on voit les associations qui ressortent tout de suite. En particulier ici, donc on récupère cette association entre les cheveux roux et les yeux verts, les individus qui sont blonds aux yeux bleus, et ici les personnes avec les cheveux noirs et les yeux bruns. D'accord. Donc on retrouve au milieu cette catégorie un petit peu particulière qui sont les cheveux bruns avec les yeux noisettes, avec des subtilités que je ne saisis pas forcément entre noisette et brun. Okay. Mais voilà, dans mes données, en tout cas, on a cette opposition très claire dans l'espace. Donc, visiblement, il y a des modalités qui vont s'attirer et d'autres, au contraire, qui vont se repousser. Donc, cet outil d'analyse des correspondances permet de visualiser des données. Okay. Je vous montrerai des exemples. Donc, ce type d'outil d'analyse des correspondances, elle date donc des années 60-70. Elle a été abondamment utilisée par Bourdieu dans certains de ses livres. Donc, de mémoire, dans les prochaines séries de capsules, je vous remontrerai des extraits des livres de Pierre Bourdieu. En particulier, je crois que c'est dans La Distinction, où vous avez pas mal de projections comme ça. On essaye d'associer les professions des parents, les professions des enfants,
et ce genre de choses. Donc, c'est un outil assez classique, en tout cas, de visualisation pour voir les professions, par exemple, qui s'attirent au sein des couples ou ce genre de choses. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là pour cette capsule et on se retrouve bientôt, hein, pour la prochaine. À bientôt.